Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Mourchid TV, bonsoir. Nous avons encore le plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Révision, qui a aujourd'hui le plaisir de recevoir monsieur Marouba Fall, un écrivain, un homme de culture, un homme de lettres. Dans le cadre de votre émission Révision aujourd'hui, comme nous l'avions fait avec les philosophes, nous avons aujourd'hui le plaisir d'introduire en tout cas un cours magistral, plus ou moins sur la littérature d'une manière générale. On insistera avec le professeur, avec l'écrivain sur principalement les fonctions de la littérature. C'est un jour spécial pour nous parce que M. Marouba Fall, qui est un écrivain de renommée, M. Marouba Fall, qui est un professeur de lettres, M. Marouba Fall, qui a une grande expérience dans les classes, mais aussi dans l'écriture, a le plaisir aujourd'hui de rencontrer les élèves dans le cadre d'un échange pour un peu faire une révision générale en littérature. C'est un plaisir, d'autant plus que les élèves vont bénéficier de son expérience d'abord en tant que professeur, mais aussi en tant qu'écrivain. Il s'agira de la littérature. On ne peut pas parler de littérature sans lecture, sans écrivain. Et justement, la connaissance des lois ne précédant jamais l'expérience, je pense que pour parler de la littérature, personne n'est mieux placé qu'un écrivain de renommée, doublé d'un professeur de lettres et d'un homme de culture, pour quand même nous faire bénéficier de son expérience. Monsieur Marouba Fall, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre émission Révision pour voir avec lui, revisiter avec vous, en tout cas ce qu'on appelle les fondamentaux de la littérature. On insistera principalement sur les fonctions qui pourront être utiles, en tout cas pour l'épreuve de l'examen en littérature. C'est un plaisir, monsieur Marouba Fall. C'est aussi un grand plaisir pour moi de me retrouver ici à côté d'un jeune collègue, d'un ami aussi, en face des élèves. Et je profite de l'occasion pour vous remercier pour la belle initiative que vous avez eue pour conduire ces révisions au bénéfice des élèves qui vont préparer le baccalauréat. Et je leur souhaite vraiment une réussite dans les meilleures conditions. Je ne manquerai pas aussi de remercier l'inspecteur d'académie, M. Ngari Faye, qui a mis cette belle salle à notre disposition. Les techniciens de Mourchid TV, la chaîne des valeurs, et cette télévision mérite quand même nos encouragements parce que je pense que ces responsables connaissent la véritable fonction, mission des médias. Les médias sont destinés à une bonne communication, une communication utile, mais aussi à la formation. Comme c'est une chaîne des valeurs, je pense que permettre aux jeunes de rencontrer des personnes ressources qui leur inculquent des connaissances, qui leur permettent d'avancer dans leurs études comme dans la vie, je pense que c'est une excellente chose parce que je ne crois pas que notre jeunesse a perdu ses repères, n'est-ce pas, ou bien, n'est-ce pas, ne respecte pas les valeurs. Nous avons la jeunesse que nous méritons, parce que si les adultes démissionnent de leur mission d'éducation, d'instruction, si les médias publics et privés ne remplissent pas correctement leurs fonctions, à nous qui écoutons la radio, nous qui regardons la télévision, nous ne nous entendrons pas, nous ne nous verrons pas. C'est-à-dire, nous ne verrons pas les reflets de ce que nous devons être et ce que notre jeunesse doit être. Donc, c'est pourquoi vraiment, je félicite Mourchid, que je suis, et je vois que soit des personnalités religieuses, soit de grands intellectuels sont invités, et vraiment, c'est un programme vraiment qui mérite bien sûr d'être amélioré, mais qui tient déjà la bonne route. Et je les encourage. Voilà, M. Marouba Fall. Je dois peut-être, avant de commencer, en fait, dire aux élèves que vous avez devant vous un écrivain complet. Parce que il s'est déjà, en tout cas, investi dans
les différents genres de la littérature. On peut dire qu'il est poète. Il a publié beaucoup de recueils de poèmes. Il est romancier. Vous connaissez d'abord le célèbre La Collégienne, mais bien d'autres romans également. Il est essayiste. Il est également dramaturge. Je pense qu'on ne peut pas trouver mieux. Quand je parle d'écrivain complet, c'est quand il a l'expérience de presque tous les genres qui composent aujourd'hui la littérature. Donc profitez-en, posez des questions souvent, et dans son discours également, s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez qu'il revienne, il ne faut pas quand même hésiter à profiter. En tout cas, c'est l'occasion ou jamais, comme on dit. Monsieur Marouba Fall. Je voudrais aussi remercier quand même les élèves qui sont venus un samedi matin en période de Ramadan, parce que les élèves auraient pu être ailleurs en train de dormir ou en train d'écouter de la musique, etc. Mais nous avons vraiment une frange très représentative, n'est-ce pas, de notre jeunesse scolaire. Et je remarque que parmi les participants, il y a plus de filles que de garçons. Et cela m'amène à faire certaines réflexions sur la parité, par exemple. Nous, les enseignants, je pense que nous pensons que les jeunes filles méritent d'être encouragées et n'ont pas besoin d'être de discrimination positive. Parce que la discrimination, c'est elle qui la réalise déjà et très positivement, parce que les meilleurs élèves en classe, ce sont les élèves. À l'université aussi, au concours général aussi, on le constate. Peut-être qu'elles sont plus disponibles et que les technologies de l'information, de la communication, la lutte, la musique attirent maintenant beaucoup plus les garçons. Donc, garçons présents ici, ressaisissez-vous, sinon les filles vont vous continuer à vous damer le pion. Elles sont en train de vous damer sérieusement le pion et je ne leur jette pas des fleurs. En tout cas, je vous remercie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la littérature de façon générale. Parce que des professeurs sont passés ici et ont analysé soit la poésie, soit le roman, soit le théâtre. Maintenant, vous aurez le point de vue de quelqu'un qui va parler de la littérature en général, et parce que, comme l'a dit votre professeur, je parle sous une double casquette. J'ai été professeur de français, d'abord au premier cycle, au collège Martin Luther King, ensuite au lycée Blaise Diagne, enfin au lycée Seydina Limamou-Laye. J'ai été proviseur pendant 7 ans au lycée Léopold Sédar Senghor de Joal-Fadiouth, ensuite au lycée Ngalandou Diouf de Mermoz. J'ai été aussi conseiller au département du ministère de l'Éducation sous Moustapha Souran. Donc, et je suis un artisan de l'écriture. M. Diack dit écrivain. Je refuse ce statut, non pas par fausse modestie, mais parce que je pense que le statut d'écrivain est accordé par la postérité. Les écrivains sont ceux qui ne sont plus de ce monde et qu'on continue à lire. Victor Hugo, Senghor, Césaire, etc. Et j'espère faire partie du lot quand je ne serai plus là. Mais pour le moment, comme je le dis dans mon premier recueil de poèmes, je suis un cireur de papier, je suis un écrivain ou encore un verbivore. Je me nourris du verbe, n'est-ce pas? Donc, c'est à ce titre que je vais essayer de parler de la littérature. Pour définir la littérature, nous pouvons retourner seulement au radical, la lettre. Et si nous définissons la littérature en partant de ce vocable, nous allons penser que la littérature est l'ensemble des œuvres écrites
destiné à porter témoignage sur une société donnée. Mais si nous savons qu'avant la lettre, il y a eu la parole, n'est-ce pas? Les gens communiquaient de bouche à oreille. Donc, nous rappellerons qu'il y a la littérature orale, constituée de contes, de légendes, d'épopées. Et parmi les œuvres écrites que vous avez au programme, vous en avez quelques-unes qui ressuscitent cette littérature orale. Vous avez par exemple les contes d'Amadou Koumba, les nouveaux contes d'Amadou Koumba. Et Birago Diop a la sagesse de titrer ainsi son œuvre, les contes d'Amadou Koumba. Ce ne sont pas ses contes, ce sont les contes qu'il a recueillis de la bouche de son griot familial, Amadou Koumba, pour les traduire en français et les transcrire pour que ces contes aillent à la postérité. En ce qui concerne l'épopée, vous avez une célèbre épopée que vous avez au programme, c'est Sundiata ou l'épopée Mandeng, où Djibril Tamsir Niane, qui est un auteur guinéen, a recueilli de Djeli Mamadou Kouyaté l'aventure de Sundiata. Mais c'est une épopée. Sundiata est un personnage historique, mais l'épopée ne retrace pas l'histoire avec des faits réels, avec des dates précises, mais l'épopée fait intervenir le merveilleux, etc., etc. Donc, nous avons aussi les devinettes, les légendes. Donc, pour donner une définition complète de la littérature, on va dire tout simplement que c'est l'ensemble des œuvres orales et écrites destinées à porter témoignage sur la vie d'une société donnée. Par exemple, si vous lisez beaucoup de littérature française, vous aurez une idée de la France, de la manière dont vivent les Français à travers le temps, même si vous n'y êtes pas allé. Si vous lisez aussi la littérature sénégalaise, vous avez une idée de ce que c'est que le Sénégal, de ce que vit le peuple sénégalais. C'est pourquoi les étrangers qui viennent ici, la première chose qu'ils font, c'est d'aller en librairie, d'acheter les ouvrages des auteurs les plus marquants pour avoir une idée de la pensée, de la façon de vivre des Sénégalais. Donc, c'est ça une définition qu'on pourrait donner de la littérature qui porte témoignage, qui est un moyen de communication qui transcende l'espace et le temps. Parce que le livre que vous lisez ici, d'autres le lisent ailleurs. Et parce que c'est écrit, ce n'est pas destiné seulement à un espace précis ou à un temps précis. Par exemple, vous connaissez Hugo, vous connaissez Jean de La Fontaine. Ils n'ont pas écrit pour les Français de leur époque, sinon nous n'aurions pas trouvé l'intérêt de les lire aujourd'hui au Sénégal ou ailleurs. Donc la bonne littérature, c'est la littérature qui transcende l'espace et le temps, parce que cette littérature s'adresse à l'homme intégral, à l'homme qui n'est d'aucune race, d'aucun continent, d'aucun pays, d'aucune nationalité, mais qui est un être universel. Donc, pour venir maintenant aux objectifs de la littérature, pourquoi écrit-on des livres? D'abord, le livre est un moyen de communication. Parce que c'est parler, mais c'est une parole qui est transcrite, qui est consignée sur le papier. Parce que la parole s'en va. La parole peut être déformée
Mais alors que ce qui est fixé sur le papier reste et peut passer d'une génération à l'autre, d'un pays à l'autre, sans être déformé. Donc, la littérature sert d'abord à communiquer. Mais l'autre fonction fondamentale de la littérature, c'est la préservation d'une langue. Nous sommes dans un pays francophone, les enseignements, les apprentissages se font en français, donc lire des livres en français, ça vous permet de maîtriser oralement et graphiquement par écrit le français. C'est très important. C'est pourquoi je conseillerais aux scientifiques qui pensent que la littérature c'est pour les élèves de L de réviser leur position. Parce que pour expliquer un théorème, les théorèmes sont formulés en français de France, comme dirait Senghor. Les SVT, vous les apprenez en français. Donc, je pense que si vous ne maîtrisez pas la langue d'expression, ce que vous enseignez ou ce que vous apprenez n'est pas bien enseigné, n'est pas bien su. Donc, il faut beaucoup lire. Que vous soyez des élèves des séries scientifiques ou des élèves des séries littéraires, parce que ça vous permet de maîtriser oralement et par écrit la langue qui est notre langue de promotion sociale, notre langue de réussite, notre langue d'acquisition des connaissances et notre langue de communication avec le monde. Par exemple, nous les francophones, si nous ne maîtrisons pas le français, comment pourrions-nous parler avec les Camerounais? Comment pourrions-nous parler avec, par exemple, défendre nos intérêts à la tribune des Nations Unies? Parce que nos langues sont des langues de portée très limitée, alors que la langue française est une langue de portée universelle, etc. Donc, préserver une langue, et la littérature aussi fait découvrir le monde et la diversité des cultures. Parce que lire, c'est voyager. Et vous savez que le voyage est formateur. Je ne reviendrai pas sur les vertus du voyage initiatique. Dans le passé, pour former les jeunes, non seulement il y avait la case des hommes, mais aussi il y avait le voyage. Et dans beaucoup de récits, surtout dans les épopées, dans les contes, vous avez le voyage initiatique qui forme, n'est-ce pas, la jeunesse. Donc la lecture, comme le voyage, forme la jeunesse, n'est-ce pas. Maintenant, après les objectifs de la littérature, je pourrais parler de la littérature et de la société. Parce que la littérature nous permet de témoigner sur notre société. Chaque écrivain, n'est-ce pas, est le porte-parole d'une société donnée. Et en le lisant, vous pouvez découvrir ses pensées, ce qu'il croit, ce qu'il a vécu, les règles sociales qui régissent, n'est-ce pas, la communauté au sein de laquelle il a émergé, n'est-ce pas? Mais pour appréhender le réel, il y a au moins deux manières. Appréhender le réel pour le restituer tel qu'il est. Faire une sorte de copie conforme de la réalité. Il y a l'autre option qui est de réinterpréter la réalité, le réel, selon ce qu'on souhaite, selon ce qu'on attend. Les uns peuvent être rangés dans le camp des réalistes. Faire une interprétation réaliste, une reproduction réaliste du réel, ou faire
une interprétation rêvée, imagée du réel. Le problème qui se pose ici, c'est le problème de la réalité et de la fiction dans la littérature. Est-ce que la littérature est destinée à reproduire le réel tel qu'il est? Non. Parce que les sciences sont là, déjà. Il y a des arts visuels, comme la photographie, pour reproduire le réel tel qu'il est. Et l'auteur ne peut pas faire cela, sinon son travail serait tout à fait inutile. Donc il réinterprète le réel. J'y reviendrai tout à l'heure en parlant de littérature et sciences, parce qu'on va y arriver, n'est-ce pas? Donc il faut comprendre cela. Un écrivain, il n'a pas pour mission de reproduire le réel tel qu'il est. Il reproduit le réel tel qu'il le sent, tel qu'il le souhaite. Une réinterprétation du réel suivant son tempérament. Donc voilà deux options qu'il faut retenir. Soit reproduire le réel, ce qui n'est pas très recommandé, réinterpréter le réel, et il y a des manières, quand nous verrons les écoles littéraires, parce que j'y viendrai, vous allez voir cela. Donc, voilà. Donc, la manière d'appréhender le réel, d'ailleurs, détermine les écoles littéraires qui ont existé, surtout en France. De l'époque classique à l'époque surréaliste, n'est-ce pas? Les classiques proposaient une interprétation uniforme de la réalité, parce que les œuvres étaient écrites d'une certaine manière. Le créateur n'avait pas la liberté qu'il a aujourd'hui. Et d'ailleurs, leur Bible, c'était l'art poétique de Boileau qui définissait l'esthétique des genres. Qu'est-ce qu'un roman? Comment doit être un roman? Qu'est-ce que le théâtre? Comment doit être une pièce de théâtre? Les différents sous-genres dramatiques, etc., etc. Et les auteurs s'y conformaient sous le contrôle de l'Académie française de l'époque. C'est pourquoi la littérature était conforme, n'est-ce pas? Les auteurs dramatiques écrivaient d'une certaine manière, les romanciers d'une certaine manière, etc. C'est contre cela d'ailleurs que plus tard, les romantiques se sont rebellés. Parce que le classicisme enfermait la littérature dans un carcan, ne donnait pas beaucoup de latitude à l'écrivain qui avait son génie propre. Et les romantiques, donc, ont voulu parler d'eux-mêmes. C'était le triomphe du moi. Il fallait parler d'eux-mêmes et puis donner libre cours à leur imagination. Avec les Chateaubriand, auteurs de René, avec Victor Hugo, Lamartine, etc. Donc, maintenant, on décrit la nature telle qu'on le ressent. On décrit la nature telle qu'on la voit, telle qu'on la ressent, comme cela nous inspire, parce que la nature nous inspire aussi, n'est-ce pas? Mais l'individu retrouve ses lettres de noblesse, alors qu'à l'époque classique, l'individu se diluait dans la collectivité, comme en Afrique traditionnelle, où le groupe prend le pas sur l'individu. Et les pièces de Corneille, par exemple, ou de Racine, vous montrent cela. Le héros cornélien, par exemple, il met le devoir au-dessus de la passion. L'homme s'efface devant son devoir. C'est pourquoi Roderick, même s'il aime Chimène, vengera son père.
et même si Chimène continue d'aimer Roderick, va demander la vengeance. C'est pourquoi Horace va tuer sa sœur, parce que sa sœur a blasphémé contre Rome, la patrie au-dessus de la famille. Mais au XIXe siècle, les romantiques, ils donnent à l'individu ses lettres de noblesse. Ils parlent de ce qu'ils sentent. Ils ne s'étouffent pas. Et c'est très intéressant. Donc c'est pourquoi nous avons des œuvres, les grands poètes, Alfred de Vigny, Alfred de Musset, Victor Hugo, qui est le chef de file de l'école romantique, qui met donc en avant le moi et l'imagination pour appréhender le réel. Donc on interprète le réel selon ses rêves, selon ses aspirations. On ne décrit pas le réel tel qu'il est. Parce que l'écrivain, souvent, trouve que le réel tel qu'il est laid. Donc c'est pourquoi il faut l'embellir ou bien envisager son embellissement. Après les romantiques, vous avez aussi d'autres qui prennent le réel, non pas comme l'objet de leur écriture, mais comme un prétexte. C'est les Parnassiens, les adeptes de l'art pour l'art, avec les Théophile Gautier, avec les Lecomte de Lille. L'art pour l'art. Pour nous, Africains, l'art pour l'art est une utopie. L'art doit jouer un rôle précis. L'art est fonctionnel. Après, nous avons maintenant ceux qui veulent, en réaction de l'imaginaire débordant des romantiques, essayer de montrer le réel tel qu'il est. À peu près, parce qu'on ne peut pas montrer le réel tel qu'il est dans un livre, mais à peu près, c'est l'avènement du réalisme avec l'auteur Flaubert, Madame de Bovary. Plus tard, vous aurez avec le naturalisme. On creuse la réalité plus profondément parce que les réalistes, parce qu'en France, l'évolution de la littérature correspond aussi à l'évolution des sciences. Le réalisme correspond au positivisme d'Auguste Comte. Alors, avec la création du microscope, les sciences expérimentales, les auteurs aussi savent que ce que l'on regarde à l'œil nu peut-être n'est pas le réel tel qu'il est, mais il faut creuser davantage. C'est pourquoi les naturalistes, ils font des enquêtes avant d'écrire. Ils vont vivre avec les personnages qu'ils doivent mettre en situation, tel Zola, pour écrire Germinal. Il est allé dans les corons, il est descendu dans les mines, il a lu des documents sur la mine, etc., etc., pour donner encore à la réalité sa dimension plus large et plus profonde. Quand est survenue la psychanalyse, qui explore le subconscient de l'individu, la littérature est arrivée au surréalisme. Donc vous voyez que ceux qui pensent que littérature et sciences ne font pas bon ménage se trompent. Littérature et sciences, je vais l'expliquer tout à l'heure, n'est-ce pas, se complètent tout simplement. Ils se complètent parce que la littérature joue peut-être les mêmes rôles que la science, mais d'une autre manière. Parce qu'il y a les sciences exactes et il y a les sciences humaines. Ceux qui font lettres ici, s'ils réussissent le baccalauréat, quand ils iront à l'université, ils seront à la faculté des lettres et sciences humaines. Sciences humaines, ce ne sont pas les sciences exactes, 2 plus 2 égale 4. Mais dans les sciences humaines, 2 plus 2, ça peut faire 5. Comme le dit Césaire, dans le cahier d'un retour au pays natal, il y a ce 6e sens, n'est-ce pas?
Et la littérature est une thérapie, peut guérir. N'est-ce pas, monsieur Ngari Faye que nous accueillons, n'est-ce pas, monsieur l'inspecteur d'académie? Donc il arrive au moment où je pose le problème de la littérature et de la science. C'est une erreur de vouloir les opposer. Vous savez, à l'école, on enseigne distinctement, avec des professeurs différents, les disciplines. Mais les disciplines sont complémentaires. Parce que pour être un homme de culture, il faut savoir du tout. Parce que ce que nous vous enseignons participe de votre intégration dans la vie, dans le monde. Et le monde n'est pas d'un côté scientifique, d'un côté littéraire, d'un côté historique, etc. Tout va ensemble. Et le bon écrivain, s'il ne maîtrise pas ça, il vous écrira un livre dont vous ne pouvez pas vous servir. Parce que ça ne peut pas vous être utile dans la vie. Moi, je lis des livres de philosophie, je lis des livres d'histoire, je lis des livres de sciences. Pas peut-être de sciences exactes, mais j'aime bien les sciences exactes. Au bac, je me suis battu jusqu'à avoir 10. Mais je me disais, mais si on m'avait retenu au bac, parce que j'ai 4 en mathématiques par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas privé le Sénégal d'un bon professeur de français, d'un bon écrivain? Il faut être aussi pragmatique que les anglo-saxons. Moi, je pense qu'un individu ne peut être excellent dans toutes les matières, parce que chacun est doué pour une matière donnée. Et pour les autres, il est plus ou moins médiocre. Mais cela n'ôte rien, n'est-ce pas, à sa valeur intrinsèque. N'est-ce pas? Parce que vous voyez des gens qui, à l'âge adulte, s'ils aiment les sciences, ils vont s'intéresser à ça. S'ils aiment la littérature, ils s'intéressent à ça. Vous voyez des professeurs de mathématiques, comme William Sassin, comme Ibrahim Ali, qui sont de grands écrivains. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la littérature requiert de la rigueur, de la méthode. Je donne en exemple souvent les 3 exercices que vous aurez au baccalauréat. La dissertation, le commentaire et le résumé suivi de discussion. Vous pensez que la dissertation se fait n'importe comment? Pourquoi on fait une thèse, une antithèse, une synthèse? Et il faut un équilibre entre la thèse et la synthèse selon le point de vue que vous défendez. Il y a une méthode. Il y a un plan, et qui dit plan, dit science, méthode. C'est pourquoi d'ailleurs, les élèves de sciences ont de meilleures notes en littérature que les élèves de lettres. Parce que ces élèves-là ont acquis la méthode, l'organisation. Méthode et organisation dans la vie comme dans le travail. Senghor a encore raison. Vous prenez le commentaire, soit composé, soit suivi. Pourquoi d'ailleurs cette possibilité de choisir un commentaire composé ou un commentaire suivi? C'est objectif. C'est un choix objectif, donc scientifique. Si vous faites un commentaire composé, vous rassemblez les données qui vont ensemble, vous les regroupez. Si vous faites un commentaire suivi, ligne par ligne, etc., etc., suivant les mouvements, parce qu'un texte est une donnée vivante qui évolue. Donc on parle des mouvements du texte. Donc vous voyez. Et le résumé d'ailleurs nous met le doigt sur la correspondance entre les sciences et les lettres, parce que vous faites de l'arithmétique. Vous allez compter le nombre de mots. Le résumé ne doit pas être plus long que le texte que vous allez résumer. Et vous allez élaguer. Vous allez élaguer tout ce qui est inutile dans le résumé. Vous ne le mettez pas, vous mettez le juste nécessaire.
etc., etc. Donc là, vous mesurez. Le résumé, c'est un exercice de mesure. Et quand vous mesurez, le surplus, ce qui est aléatoire, superflu, vous l'enlevez. Et quand vous corrigez vos devoirs, c'est justement ce que vous devez faire. Mais corriger et vous ajouter encore des fautes, c'est mauvais. Quand vous relisez votre devoir, il faut supprimer. Il faut supprimer. C'est comme ça. Donc, la littérature, donc, peut préserver même comme la médecine. Comme la médecine, hein. Ça peut guérir. Parce que j'ai cité dans le texte que j'ai donné à votre professeur, une dame qui a écrit l'année dernière un roman, Titus n'aimait pas Bérénice. Parce que Racine, qui a écrit Bérénice, est un dramaturge qui connaît bien les femmes et leurs déboires. Alors, Nathalie Azoulay, qui a écrit ce livre-là, met en situation une femme qui va à la redécouverte de Jean Racine pour juguler sur le mal d'amour qu'elle vit, n'est-ce pas? En 2004, moi-même, j'ai écrit pour célébrer le 90e anniversaire de la naissance de Aimé Césaire. Ça devrait se faire en 2003, normalement, puisqu'il est né en 23. Donc, mais on l'a reporté parce qu'on n'avait pas le budget nécessaire. En 2004, j'ai créé la manifestation mot contre mot. Mot, M-O-T-S, contre mot. Parce que les mots peuvent guérir. D'ailleurs, vous avez vu que à TFM, qui n'a existé que des années plus tard, il y a une émission de mon ami le philosophe Songe Diouf. C'est mon expression. C'est ma formule mot contre mot, une manifestation présidée effectivement par Moustapha Souran avec des professeurs, n'est-ce pas, qui étaient là, dont le docteur Ndiaye, etc. Donc, mot contre mot. Et Césaire disait d'ailleurs dans le cahier, si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Donc, que les littéraires n'aient pas honte ou de complexe devant les scientifiques. Parce que la littérature aussi a un rôle primordial. Au commencement était le verbe. Dieu n'a pas pris du béton, de la truelle pour bâtir le monde. Il a utilisé le verbe. Et quand vous avez mal à la tête, le guérisseur, il peut vous prendre la tête et réciter quelques formules et votre mal s'en va. Ça, c'est une réalité de chez nous qu'il ne faut pas occulter. Plus simple encore, même si vous ne vous sentez pas bien et que votre mère vous regarde, que votre papa vous regarde, il marmonne quelque chose et puis vous avez l'impression que vous allez guérir. Donc, c'est très important tout cela, n'est-ce pas? Il y a un autre auteur qui nous montre l'importance de la littérature, c'est Laurent Binet, qui a écrit un excellent livre, La 7e fonction du langage, en faisant allusion à Laurent Barthes, un excellent critique littéraire, qui pense qu'un livre, c'est un ensemble de signes signifiant qu'il faut décrypter. Et il essaie d'expliquer que la littérature célèbre la communication sans laquelle, n'est-ce pas, beaucoup de choses ne pourraient pas se faire et pour laquelle se battent d'ailleurs les hommes politiques. Vous voyez pourquoi les médias sont sollicités. Se faire voir, il faut une bonne communication, une bonne campagne de communication. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a un coup d'État, la première chose que font les putschistes, c'est de s'emparer de la radio et de la télévision pour pouvoir communiquer. La communication peut être une communication exacte, ça peut être une communication tox, n'est-ce pas? Intoxiquer les gens,
Comme ces journalistes qui vous disent, hein, qui voient avec la pluie là, des mares d'eau, ils vous disent voilà, il y a des rivières avec des crocodiles, etc., etc. Je pense que ce n'est pas le cas de Mouchty. Donc, littérature et sciences sont complémentaires. Il faut retenir cela. Et la littérature a son importance, n'est-ce pas, dans notre vie. Encore, pour finir, je vais citer Einstein et je vous renvoie au texte de Senghor, La raison nègre. À la fin de ce texte, Senghor cite Einstein qui donne la primauté à l'intuition sur la raison. Et il y a le film Dallas, le feuilleton Dallas. Il y a deux personnages intéressants. C'est la personnalité des Ewings et des Barnes. Barnes a le flair. Il sait détecter où se trouve le pétrole. Il a l'intuition. Quand il est dans un paysage, il est là et il peut détecter où se trouve le pétrole. Il a l'intuition. Mais les Ewings lui dament le pion parce qu'eux, ils sont rationnels. Quand ils percent leur puits, ils peuvent gérer, ils gèrent bien. Donc c'est ça, la différence entre l'intuition et le rationnel. L'un est subjectif, l'autre très pragmatique, tout simplement. Mais à l'origine de toute recherche, de toute découverte, il y a l'intuition. Alors quand vous vous dites qu'on va faire une recherche, c'est parce que vous avez l'intuition que vous allez découvrir quelque chose. Sans l'intuition, il n'y a pas de découverte. Ça, les scientifiques le savent. Pour inventer quelque chose, vous vous dites que si je faisais ça, peut-être que j'allais trouver ça, etc., etc. Si les Américains sont allés à la Lune avec les Russes, c'est parce qu'ils ont l'intuition qu'on pouvait y aller et ils ont fait des recherches. Donc l'intuition est toujours là avant que l'action qui donne des résultats ne puisse être réalisée, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Donc j'ai parlé de l'évolution parallèle de la littérature et des sciences en France, n'est-ce pas, du classicisme au surréalisme, n'est-ce pas? Parce qu'après le surréalisme, il y a le nouveau roman, il y a beaucoup d'autres choses. Parce que nous allons parler tout à l'heure de la distinction des genres d'ailleurs. Des écoles littéraires n'existent plus. Aujourd'hui, il n'y a plus de réalisme, de romantique, de surréalisme. J'ai oublié le symbolisme. Le symbolisme qui vient avant le surréalisme parce que tout simplement, avec Baudelaire, on sent que la nature est parsemée de symboles. L'homme et la mer. La mer reflète bien la profondeur humaine. Qui peut sonder la mer? Qui ne peut sonder la mer ne peut sonder l'esprit des êtres humains. Quand vous me regardez, peut-être que si je lisais sur votre front, là, ce que vous pensez profondément de moi, peut-être que je vais vous gifler ou que vous allez me cracher au visage. Impossible. Donc c'est bon, la nature est un temple où de vivants piliers circulent, etc., n'est-ce pas? Vous voyez. Donc c'est-à-dire que c'est très intéressant parce que le monde où nous sommes est parsemé de symboles et ça nous renvoie à la philosophie. La grotte de Platon, la caverne de Platon, parce que ce que vous voyez ici, ce sont des ombres. La réalité est située à un autre degré. La beauté avec un B majuscule, c'est du domaine de la transcendance. Dans le domaine de l'immanence, vous avez tout simplement les ombres, les reflets. Et c'est ce que Baudelaire essaie d'expliquer aussi à travers son œuvre avec les symbolismes.
Je vais terminer avec la littérature et l'esthétique. La littérature, c'est un ensemble donné, dont j'ai donné la définition. Mais la littérature, qui est une parole écrite, ne s'écrit pas n'importe comment. C'est pourquoi, par commodité, on a les genres littéraires. Parce qu'une œuvre littéraire a des empreintes. Soit elle est écrite sous le sceau de la sensibilité, soit pour raconter une histoire dans une durée indéterminée, soit pour projeter des images, tout simplement. C'est pourquoi nous avons 3 genres majeurs: la poésie, le théâtre et le roman. Vos professeurs vous ont parlé de chacun de ces genres-là, certainement. Moi, en ma double qualité, je vais aussi essayer de vous en parler. Mais d'ores et déjà, sachez que chaque genre littéraire a son esthétique, c'est-à-dire sa manière d'être écrite. Je dis toujours que la poésie est le genre par lequel on entre en littérature. Parce que c'est la poésie qui nous permet de travailler sur la langue qui est une donnée commune, qui appartient à tout le monde. Je suis en train de parler le français. Chacun de vous parle le même français, c'est-à-dire la même langue, la langue de Molière. Mais le poète va s'y investir de sorte à créer un langage personnel qui va permettre de l'identifier, même s'il n'inscrit pas son nom. Parce qu'il ne va pas utiliser les mots, les phrases, comme le font les autres. C'est pourquoi, pour définir la poésie, le Molière fait dire à son bourgeois gentilhomme que tout ce qui est prose n'est pas poésie, et tout ce qui est poésie n'est pas prose, etc. Donc, on oppose poésie et prose. La prose, je parle en prose, vous écrivez en prose. Maintenant, il ne faut pas penser qu'il faut aller à la ligne seulement pour faire de la poésie, comme font les jeunes écrivains. Ils vous font de la prose, mais ils vont à la ligne. Même il y a des adultes qui, quand vous lisez, vous rigolez. Non. La poésie, ce n'est pas cela. Je vous donne la définition de Senghor que j'aime particulièrement parce qu'elle est riche et presque complète. La poésie s'exprime en images rythmées, mieux chantées. La poésie s'exprime en images rythmées, mieux chantées. Donc, il faut des images. Les images, c'est les comparaisons, c'est les périphrases. On ne désigne pas en poésie, on ne nomme pas, on suggère, on évoque. Prenez femme noire. Qui est-ce? Il aurait pu donner un nom. Mais femme noire, toutes les femmes noires, et même métisses, se reconnaissent dans cette femme-là. Mais s'il lui avait donné un prénom, donc on suggère, tout simplement, on fait allusion. L'ennemi de Baudelaire, l'ennemi c'est quoi? C'est le temps. Le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du sang que nous perdons croît et se fortifie. Encore correspondance, et ça, j'aimais bien faire réciter ça à mes élèves de terminale, mais aussi leur faire comprendre que votre ennemi, ce n'est pas le camarade de classe qui a 15 alors que vous avez 7. Ce n'est pas le garçon plus musclé que vous, n'est-ce pas? L'ennemi, c'est le temps, que vous ne pouvez pas tuer. C'est le temps qui vous tue. Le meilleur moyen de tuer le temps, c'est de le remplir d'actes utiles, de paroles fortes, d'œuvres. C'est cela qui fait qu'on parle encore de l'Adjor, parce qu'il est mort sur les champs de l'honneur. Il a rempli son temps et il l'a bien rempli. C'est pourquoi nous parlons de Cheikh Ahmadou Bamba.
C'est pourquoi nous parlons de Victor Hugo encore, de Jean de La Fontaine. Ils nous ont laissé des œuvres utiles. C'est comme ça qu'on transcende le temps. Autrement, on gâche sa vie, tout simplement. Boire de thé à longueur de journée, écouter de la musique, vous pensez gagner du plaisir, mais vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Pas de l'argent, comme disent les Anglais, mais des valeurs, justement, des valeurs extrêmement importantes. Donc, la poésie s'exprime en images rythmées, mieux chantées. Cette définition est esthétique. Il y a des images, il y a le rythme aussi. Parce que la poésie, c'est comme la chanson. D'ailleurs, si vous voulez traduire en Wolof le mot poésie, c'est way. Et dans beaucoup de poésie, vous avez chant, élégie, ode. Tout cela ramène à la chanson. Parce que la poésie aussi doit être agréable au cœur et à l'oreille. Agréable au cœur et à l'oreille. C'est pourquoi il faut des rythmes. Et les rythmes qui permettent à la poésie de ressembler à la chanson, c'est les rimes. Il y a les rimes intérieures, les assonances, les anaphores, les reprises anaphoriques comme on les appelle, etc., etc. Les allitérations, voici que décline la lune lasse vers son lit de mer étale. Les liquides qui se succèdent, les L, les liquides qui se succèdent pour montrer le déclin rapide de la lune. Et il y a une comparaison, la personnification de la lune comparée à une personne qui a envie d'aller dormir. Et Racine dit, pour qui sont ces serpents qui sifflent en silence? Le sifflement est déjà dans ce vers. Le vers siffle. Donc l'allitération n'est pas gratuite. Ça doit expliquer quelque chose qui est dans le texte. Dans Aline Sitoé, pour le bruissement des feuilles, il y a folâtre, feuillage, frémissement, etc. Je ne me rappelle plus etc. Maintenant, pour le contenu de la poésie, Victor Hugo dit, la poésie, c'est ce qu'il y a d'intime dans tout. C'est l'exploration de l'intimité des êtres et des choses, la poésie. Et il y a aussi des sous-genres poétiques. Il y a la poésie didactique, c'est-à-dire la poésie pour informer. Et on l'utilise toujours dans les campagnes de sensibilisation contre le sida, contre le paludisme, etc. On vous demande d'écrire des poèmes pour sauvegarder l'environnement. Poésie didactique. Poésie lyrique. Poésie fondée sur le sentiment. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. L'auteur va se recueillir sur la tombe de Léopoldine, sa fille décédée. Lyrique pour exprimer le sentiment, sentiment de joie ou autre. Il y a la poésie dramatique, c'est-à-dire la poésie au service du théâtre. Parce qu'on appelait Corneille, Molière, Racine des poètes dramatiques parce qu'ils écrivaient en alexandrin. Aujourd'hui, on n'écrit plus en alexandrin. Même en France, c'est dépassé. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers, mon bras qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi. Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacé, précipice élevé d'où tombe mon honneur, etc. C'est beau parce que c'est de la poésie. En quatrième, j'avais étudié le Cid, mais je me rappelle ces vers parce que c'était beau et c'était bien écrit. Et on utilise beaucoup la poésie
aussi bien dans le roman, dans le théâtre qu'ailleurs. Parce que justement, la poésie capte l'attention. Et c'est pourquoi je dis que pour entrer en littérature, il faut passer par la poésie. Parce que la poésie, ce n'est pas seulement le fait d'écrire des recueils de poèmes. Moi, j'en ai écrit 4. Cri d'un assoiffé de soleil, Pépite de terre, Corps d'eau, Chasseur d'éternité. J'ai amené 2 recueils que vous pourrez voir après. Et donc, poésie lyrique, poésie didactique, poésie dramatique, poésie satirique aussi. La poésie peut servir à dénoncer quelque chose, comme par exemple le renégat de David Diop, qui dénonce l'acculturé, ou le mondain de Voltaire. Il y a ces 4 sous-genres poétiques. Je vais vous dire un poème que j'ai écrit moi, pour vous montrer ce qu'on Senghor dit, parce que je suis d'accord avec sa façon de voir la poésie, rythme, image, etc. Je t'ai choisi. Je t'ai choisi de fragrance, danse, d'encens, pour la langueur des longues nuits de décembre, quand le froid, donnant la main à la solitude, louvoie dans l'alcôve où les cœurs seuls dialoguent, quand les langues s'empâtent dans la somnolence. Je t'ai choisi de bouche pleine comme une lune de 3 jours, pour boire à la coupe de tes lèvres l'élixir des veillées d'antan, quand la verve des griots au clair des étoiles, nouées et dénouées, énigmes et proverbes. Je t'ai choisi de taille musicale pour rythmer la course de mon sang, quand ma faim de tendresse me lance à ta poursuite, à travers les mornes et les pâturages de ton corps, de fragrance, danse, d'encens, de bouche pleine comme une lune de 3 jours, de taille musicale. Je t'ai choisi d'ébène et de beauté subtile. Quand les bardes égrèneront leurs versets sonores, je te brandirai pour manifester ma terre à laquelle tu ressembles, par la brousse brûlée de ta chevelure, le miroitement de tes yeux de rivière, la promesse de tes rires de rizière et le grain fin de ta peau contre laquelle je viens essuyer mes larmes, moi, le fils du sel, qui ai vu tarir la vie dans le regard affamé de tant de mes frères d'Éthiopie. Voilà. Bien. Donc, la poésie, vous avez noté. Après la poésie, le théâtre. Le théâtre est un genre difficile, peut-être plus difficile que la poésie, parce que c'est un genre situé entre l'écrit et le spectacle. Marcel Pagnol définissait les 3 genres dont j'ai parlé comme ça. La poésie est chantée, le théâtre est parlé, la prose est écrite. La prose, c'est le roman. La prose est écrite, la poésie est chantée, je viens de vous en donner une démonstration, le théâtre est parlé. On n'écrit pas de la poésie, du théâtre comme on écrit un roman ou de la poésie. Et d'ailleurs, beaucoup d'écrivains de talent ont eu ce problème. La version que vous avez de la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire n'est pas la version première, c'est la version après la mise en scène et la représentation de l'œuvre. Parce que Césaire est essentiellement un poète. Le premier texte qu'il a écrit pour le destiner au théâtre, c'était « Et les chiens se taisaient ». Mais c'est un beau texte poétique, difficilement réalisable au théâtre. Donc il faut l'apport d'un metteur en scène et du comédien pour faire une bonne pièce de théâtre. C'est pourquoi la définition que je donne souvent, et je fais actuellement d'ailleurs un cours à l'École nationale des arts
pour la section dramatique, sur l'écriture dramatique. La définition que je donne et que je voudrais qu'on retienne, parce qu'elle est importante et exhaustive, le théâtre est un art collectif destiné à la collectivité. Le théâtre est un art collectif destiné à la collectivité. Pourquoi un art collectif? Parce que le texte de l'auteur ne suffit pas, la méprise. Parce que ça, je l'ai écrit, parce que d'ailleurs, je ne l'ai pas retouché, parce que je l'ai d'abord joué avec mes élèves au lycée Limamoulaye, parce que j'avais créé là la troupe Le Météo-Théâtre, et je voudrais encourager, et j'attire l'attention de l'inspection d'académie sur l'importance du théâtre scolaire. Il y avait le festival interscolaire de théâtre organisé par l'Alliance française. Maintenant que l'Alliance n'existe plus à Dakar, ce festival est tombé à l'eau. Je pense qu'il faudrait restituer ce festival parce que les élèves qui jouent des pièces d'auteur vont maîtriser la langue, vont maîtriser des idées, vont pouvoir exprimer des émotions et mieux comprendre, n'est-ce pas, ce qu'on leur dit à propos de la littérature. Donc, le théâtre est un art collectif destiné à la collectivité. Pourquoi un art collectif? Parce que le texte de l'auteur est un tremplin seulement. C'est un outil qui va permettre aux metteurs en scène de travailler, de réaliser. Parce que la pièce est destinée à être représentée sur une scène devant un public. Au XIXe siècle, Alfred de Musset prônait ce qu'il appelait un théâtre dans un fauteuil. C'est-à-dire, il pensait qu'une bonne pièce peut être lue. Et le lecteur va imaginer les personnages et leurs mouvements, n'est-ce pas? Mais la véritable destination d'une pièce de théâtre, c'est la représentation scénique. Et pour cela, l'auteur a besoin de deux collaborateurs essentiels. Le metteur en scène, qui va veiller à la réalisation de la pièce, les décors, comment les personnages qui vont intervenir, etc. Et il y a aussi le comédien ou la comédienne. Parce que c'est le comédien qui va prêter sa voix pour que le public entende et qui va prêter son corps pour que le public puisse voir. Parce que le théâtre, comme le dit Césaire, c'est un donner à voir et à penser. Donner à voir et à penser. On va au théâtre pour voir, mais aussi pour recevoir des messages. Parce qu'il y a toujours un message. Le comédien, il prête sa voix, il prête son corps. Donc un art collectif. Destiné à la collectivité, c'est le public. Ce que vous voyez au petit écran, ce n'est pas du théâtre, hein. C'est des téléfilms. Parce que le théâtre obéit à certaines règles. On ne va pas revenir à la règle des 3 unités classiques, unité de temps, unité d'action, unité de lieu. Mais l'unité d'action et l'unité de lieu sont importantes. Parce que quand vous voyez à la télévision une pièce, on est soit dans la rue, on est dans la chambre, on est à l'aéroport, ce n'est pas une pièce de théâtre. Quand l'unité de lieu n'est pas respectée, on sort de ça, n'est-ce pas? C'est un film ou ce qu'on appelle un téléfilm ou ce qu'on appelle les dramatiques chez nous. D'ailleurs, j'ai écrit un essai assez important, Théâtre et tradition en Afrique noire francophone. J'explique tout ça, n'est-ce pas? Ce serait intéressant que cet essai soit publié dans les meilleurs délais. Donc, c'est ça le théâtre. Un art collectif destiné à la collectivité. La collectivité, c'est le public. Le public n'est pas homogène. Parce qu'il y a une foule où il y a des intellectuels, il y a des analphabètes, il y a des ouvriers, il y a des professeurs, etc., etc. Le public de théâtre n'est pas homogène, c'est une foule assemblée. Mais la représentation théâtrale les unit
en un même endroit et ils ont le regard rivé vers un même objectif, la scène théâtrale où se déroule l'action. L'action qui est simulée, tout simplement. Et au théâtre, il faut sauvegarder ce qu'on appelle l'illusion comique, c'est-à-dire la vraisemblance. C'est pourquoi, au siècle classique, au siècle de Corneille, il y avait certaines règles, mais ces règles étaient contraignantes, mais elles étaient destinées à préserver l'unité, la vraisemblance, l'illusion comique, parce qu'on ne peut pas en 24 heures, n'est-ce pas, montrer quelqu'un qui est chez lui, dans la rue, à des kilomètres, dans une autre ville, etc. Ou bien une action qui se déroule en 24 heures, n'est-ce pas, ne peut pas se projeter en des mois, n'est-ce pas. Si l'action dure des mois, on ne peut pas la montrer en 24 heures, parce que le théâtre aussi nous propose des actions dans un temps réduit, pour que les gens puissent y croire quand même. Parce que l'illusion comique ou la vraisemblance consiste à faire de sorte que celui qui est en face de la scène, qui assiste au spectacle en tout cas, n'est-ce pas, pense que ce qu'il voit est réel ou est plausible. Donc c'est ça le théâtre. Et il y a des sous-genres dramatiques, la tragédie, la comédie, la tragicomédie. Ça n'existe plus. Mais si vous faites l'histoire du théâtre, il faut en parler, surtout le théâtre français, puisque nous sommes des francophones. Le théâtre classique avait ces sous-genres-là. La tragédie qui s'inspirait de l'histoire, de l'épopée ou de la légende, dont les personnages principaux étaient d'une haute extraction, soit des rois, des reines, des princes, de hauts dignitaires en tout cas. Le ton était sérieux, grave, et ça finissait souvent par la mort du héros, parce que le héros était confronté à un destin qui l'écrasait. La comédie s'inspire de l'actualité. Ces personnages appartiennent à la moyenne classe. Son ton est léger, humoristique. C'est destiné à faire rire. On rit de nos défauts, on rit de nos travers, etc. Et c'est une pièce qui finit toujours bien, en général. Et entre les deux, il y avait la tragicomédie, ni tragique, ni comique. Le ton est tantôt sérieux, tantôt grave, etc. Et c'est ce qui a conduit au drame. Le drame romantique, parce que les auteurs romantiques, à un moment donné, ont pensé que quand même, c'était artificiel de penser que le théâtre, qui doit être le reflet de la vie, le miroir de la société, peut être représenté à travers une œuvre où le ton est sérieux du début à la fin, d'une part, ou par une pièce où le ton est léger du début à la fin. Parce que dans la vie réelle, nous passons de la joie à la tristesse, des larmes au rire, etc. Parce que c'est comme ça que la vie est faite. C'est pourquoi ils ont créé le drame, qui se rapproche vraiment de la réalité. Donc, tragédie, comédie, tragicomédie. D'ailleurs, la seule tragicomédie que nous connaissons, nous les auteurs, les élèves et professeurs francophones, c'est le Cid de Pierre Corneille. Parce que l'auteur voulait faire une tragédie. C'est l'Académie française qui a dit que ce n'est pas une bonne tragédie, parce qu'elle ne respectait pas la règle des trois unités d'action, de lieu et de temps, et que le ton n'était pas sérieux du début à la fin, parce que quand Chimène, par exemple, dit à Rodrigue « Va, je ne t'ai point », quand Rodrigue crie sur Don Sanche, à qui il avait demandé de la venger, tout ça, ça fait rire le public. Donc, alors que dans une bonne tragédie, on ne doit pas avoir d'occasion de rire. Mais
Le théâtre classique est passé. Aujourd'hui, vous voyez encore des auteurs qui, parce qu'ils ne retiennent que ce qu'ils ont appris au lycée, écrivent et disent tragédie ou comédie. Non. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du théâtre pur et simple, du théâtre total. Le théâtre où les registres se mêlent, registres sérieux, registres humoristiques. Le théâtre qui intègre tous les arts, poésie, danse, musique, marionnette, n'est-ce pas? Souleymane Coly a créé le côté bas, n'est-ce pas? En Afrique, nous en sommes à l'ère du théâtre total, intégrant tous les arts, n'est-ce pas? Etc. Donc, il y a une évolution importante, mais c'est bon que vous sachiez le cheminement. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de tragédie, de comédie ou de tragicomédie. Le théâtre, c'est le théâtre. Vous voyez, j'ai sous-titré La méprise, théâtre, seulement pièce de théâtre. Je sais pas. On rigole beaucoup ici, mais pas de... Et la seule pièce au Sénégal qu'on pensait que c'est une comédie, c'est L'os de Morlam. Mais c'est une comédie paradoxale. Parce que d'abord, ça se termine par la mort, et même il y a une tragédie à l'intérieur, parce que les personnages, Morlam lui-même, est au banc de la société, il est marginalisé, et Awa Ndiaye s'est noyée dans l'obéissance. Elle va assister passivement à l'enterrement de son mari. Et le personnage le plus vil, c'est Moussa Mbaye, qui pour un os va laisser enterrer son. Ça, donc, j'analyse quand même ce texte-là dans l'essai que j'ai fait. Donc, je termine par le roman, et je ne vais pas insister. Votre professeur, la dernière fois, Samba Ndiaye, en a beaucoup parlé, j'ai suivi cela, le roman. Mais l'appellation vient, n'est-ce pas, c'était, n'est-ce pas, je pense qu'à l'origine, le roman, c'était une langue dévalorisée à côté du latin qui était la langue précieuse. C'était la langue populaire. Donc, toutes les œuvres écrites, n'est-ce pas, dans cette langue étaient appelées comme ça le roman. Et le roman est destiné à nous raconter une histoire qui tire en longueur avec des personnages, avec la description de l'environnement de ces personnages. Et le roman aussi peut avoir des sous-genres. Vous avez, par exemple, le roman autobiographique. Il y a des autobiographies techniques, comme Une si longue lettre, parce que l'auteur n'est pas la narratrice. Mariama Ba n'est pas Ramatoulaye qui raconte l'histoire. C'est comme dans la collégienne. Marouba Fall n'est pas Mar Ndiaye, n'est-ce pas? Les véritables autobiographies, c'est l'enfant noir de Camara Laye, etc. N'est-ce pas? Il y a des romans historiques, des romans philosophiques, comme La nausée de Sartre, des romans de cap et d'épée, comme Les Trois Mousquetaires, etc. Donc, voilà ce que je voulais, en gros, partager avec vous en attendant vos questions. Merci, applaudissez aussi. Voilà. Donc, il ne reste plus beaucoup de minutes. Nous sommes au terme de notre émission. Voilà. Donc, nous allons introduire monsieur l'inspecteur d'académie. Peut-être qu'il va dire 2 mots. Ensuite, donner 2 ou 3 élèves le temps de réagir. Chers élèves, professeurs, vraiment, j'ai tenu à être là encore ce matin avec vous. On était à l'UCAD 2, dans une rencontre similaire. Mais j'ai tenu, quand on m'a dit que c'est avec Marouba Fall, toute affaire cessante à être là. D'abord pour ce qu'il représente dans le champ intellectuel actuel de ce pays et en Afrique. C'est un enseignant. Mais si tous les enseignants étaient comme lui, l'école sénégalaise et l'école africaine s'en porteraient mieux. Enseigner est une chose, maîtriser est une chose, mais des gens de sa trempe, ils dominent ce qu'ils font.
Au-delà de la maîtrise de la littérature, il l'exerce. Lui donne corps et âme. Et c'est pourquoi quand je l'ai suivi ce matin, j'ai dit qu'à partir de ce qu'on a entendu, c'est particulièrement tout un programme. J'ai suivi la relation entre la science et la littérature. Comme pour dire, selon ce qu'il a dit et les orientations qu'il a données, qu'il n'y a pas de relation d'opposition entre science et littérature. Littérature d'un côté, science de l'autre, ce n'est pas ça, cette approche. Ils ont deux domaines différents, mais ils ne sont pas opposés. Quelqu'un disait, à juste raison, que la science c'est moi, pardon, la littérature c'est moi, la science c'est nous. La littérature, il dit que c'est moi, la science c'est nous. Et pour l'expliciter, il prend des exemples très simples. Il dit que par exemple, si James Watt n'avait pas existé, le monde aurait découvert la machine à vapeur. Parce que ça s'impose. Ce qui existe scientifiquement, si tu ne trouves pas aujourd'hui, demain on va trouver parce que c'est une condition nécessaire des lois de la nature, un autre va découvrir. Par contre, il dit que la Joconde, qui a dessiné ça, peint. Vous connaissez le tableau de la Joconde? Oui, oui. En peinture, c'est une dame avec un sourire mystérieux. Absolument. Comme le Picasso. Vous voyez, il dit que si De Vinci n'avait pas existé, personne n'aurait admiré le beau sourire de la Joconde. Parce que ce qu'on fait en littérature vient de nous. Une personne qui n'existe pas ne crée pas un art. Mais une personne peut oublier quelque chose en science, un autre va le faire parce que ça s'impose. Deuxième élément important, tout ce que nous voyons dans la nature, même s'il tire de la science, il finit dans la littérature. Regarde nos bâtiments, dans nos quartiers, les constructions relèvent de théories mathématiques, scientifiques. Mais l'harmonie, la beauté, les couleurs relèvent de l'art. L'autre jour, on était à Yao Selim, les Olympiades de mathématiques. On a commencé les cours par des chorégraphies, par des danses, par des jeux. Comme quoi la relation est intrinsèque. Hein? Et un autre mathématicien disait que oui, il n'y a pas à faire trop de difficultés en sciences et arts. Même dans les classes, quand quelqu'un est en L, il semble avoir du complexe par rapport à celui qui est en S. Or, tout est science. Mais aussi dans la science, tout devient art. Et il dit qu'une théorie mathématique, un théorème mathématique, qui condense en quelques équations des phénomènes apparemment divers et par la même œuvre d'art. Vous voyez comment? La science elle-même tire de l'art pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir s'exprimer. Et chaque fois que la science est nue, personne n'en veut. Il faut qu'elle s'enveloppe d'art, de beauté, de gestes, comme il l'a dit, et c'est sur là qu'il a enchaîné de manière très pédagogique sur la poésie, le théâtre et le roman. C'est trois façons de parler, parce que tout relève de la littérature, donc de la parole. Hein? Au début était le verbe, il l'a rappelé. Mais c'est ce verbe-là qui aujourd'hui façonne tout et oriente tout. Regarde notre société traditionnelle. Un oiseau est dans l'air. Nit nek fi di ka jat ba picc mi daanu. Par des paroles. On me rappelle que nos grands-pères, ils étaient là. Corte par exemple. Le corte, vous connaissez? C'est à partir des paroles, vous voyez, à partir de paroles, que les gens font des libations, conditionnent par le verbe des actions, et ces actions vont, vous voyez, aboutir à un objectif. Ça, c'est extrêmement important. La poésie, il l'a dit, et il a donné des exemples pertinents, je donne juste un autre.
Voyez, quand Baudelaire, au lieu de dire je t'aime, il dit quand vers toi mes désirs partent en caravane, tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis. Voyez, s'il parle, il va dire je t'aime. Mais ça, c'est le langage courant, le langage qu'on pourrait trouver dans le roman. Mais dans la poésie, il faut qu'il enrobe cela pour pouvoir agir sur son interlocuteur. Voyez, donc autant de façons de dire, autant de façons pour agir sur quelqu'un. C'est pourquoi, professeur, aujourd'hui, très honnêtement, si on avait le temps de pouvoir structurer ces genres de formation, on aurait aidé notre école, parce que l'école en a besoin. Et je crois que les crises auxquelles elle fait face demandent une autre manière d'agir, une autre manière de repenser l'école. Et ce que vous faites aujourd'hui participe de cela. Les élèves qui sont là, au-delà même de ce que vous avez entendu, vous avez une autre approche maintenant des choses auxquelles vous ferez face demain. Et c'est ça qui est important. La capacité, ce n'est pas de dire à l'examen, on ne m'a pas donné opposition, sciences et littérature, non. Mais c'est de dire ce que j'ai entendu l'autre jour avec le professeur. Comment je peux transposer ça pour faire face à la difficulté actuelle du sujet. Si vous le faites, vous lui aurez dit merci. À Mourchid, vraiment encore toute notre satisfaction. Cette salle n'est dans son élément que lorsqu'elle est remplie d'élèves. Merci pour cette initiative. À tous et à tous, je vous dis toute ma satisfaction et bonne chance. Merci. Merci Lia, merci l'inspecteur M. Faye. Merci beaucoup. Merci M. Faye. Merci. Voilà donc, chers élèves, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, il ne reste plus beaucoup de temps. Vous avez peut-être quelques réactions, des questions, des contributions avant de maintenant de boucler. Oui, s'il y a des élèves qui désirent intervenir. Bon, s'il n'y a pas de réaction, peut-être que la démarche a été très pédagogique, très claire, très simple. Donc, je comprends peut-être que choisir de cette terre, c'est encore parler, parce que ça montre effectivement qui ne dit mot consent, et que vous avez consenti de tout ce que le professeur écrivain vient de nous livrer comme connaissance, basée un peu sur une expérience. Hein. Il faudra le dire, monsieur l'inspecteur d'académie vient de le dire. En tout cas, il est très rare de voir des professeurs qui sont aussi des écrivains. Parce que tout ce que les professeurs racontent dans les classes, c'est l'expérience des écrivains. Si l'écrivain et le professeur est là devant vous, vous aurez donc les deux. Vous aurez et l'expérience et les connaissances. Je pense que c'est ce qui a été vraiment très motivant, très intéressant ce soir, pour quand même vous dire effectivement, comme Lia l'a dit, il y a quand même des occasions à ne pas rater, des occasions qui sont uniques. Et cette occasion-là fait partie de ces occasions. Professeur, je vais vous laisser peut-être dire quelques mots pour terminer. En tout cas, il a mis en fait, il y a des ouvrages ici que vous pouvez lire. Donc, lire ces romans, ces pièces de théâtre, ces poèmes, c'est véritablement avoir l'occasion de découvrir ce que la littérature a de plus charmant, a de plus vraiment intéressant. Je vais vous laisser la parole pour quelques minutes pour terminer. Merci. Vous avez déjà votre micro. Ah oui, donc vous voyez, je voudrais, à travers vous, M. Diack, remercier la chaîne des valeurs, Mourchid, n'est-ce pas, et remercier encore Lia, d'abord pour nous avoir permis de nous rencontrer ici, et pour ses bons mots. Et puis, je voudrais le rassurer, parce que je ne suis pas seul sur ce terrain, n'est-ce pas, pour redonner un nouveau souffle à l'école sénégalaise, parce que nous sommes convaincus que ce que les professeurs font en classe, c'est excellent, mais je pense qu'on pourrait l'améliorer en permettant aux élèves de sortir des 4 murs et de se rencontrer ailleurs en fréquentant des personnes ressources, comme les professeurs que j'ai vus défiler sur votre écran,
n'est-ce pas, en face des élèves, les profs de philosophie, les profs de lettres et autres, etc. Et comme je l'ai dit, il y a des activités qui sont faites au sein du foyer socio-éducatif et avec la participation des clapiens, des clubs de littérature, d'art et de philosophie. Donc il faut que l'inspection d'académie encourage ces activités-là. Il faut aussi penser à ce que j'ai dit, à réactiver ou à ressusciter purement et simplement le festival interscolaire de théâtre, parce que de telles activités permettront aux élèves, n'est-ce pas, non, de se rencontrer en dehors de l'école, dans des espaces qui sont les leurs, parce que l'école doit être ouverte à la vie. Il faut qu'on leur permette d'aller au Grand Théâtre, d'aller à Sorano, d'aller au Centre culturel français, à Blaise Senghor, et leur permettre de s'exprimer eux-mêmes à travers des productions des auteurs, mais aussi à travers des productions qu'ils feront avec l'encadrement de personnes ressources comme les professeurs, comme les écrivains et comme les autres artistes. Voilà ce que je voulais dire, n'est-ce pas, en vous souhaitant bonne chance et en vous félicitant encore pour cette belle initiative des révisions, qui ne devraient pas être seulement des révisions, que vous devez aussi faire pour toutes les classes. Pas seulement pour les classes d'examen, mais je pense que c'est tellement important. Le premier cycle aussi a besoin de ça, de temps en temps réunir les enfants pour dire des contes, pour lire des poèmes, etc., etc. Voilà. Voilà, en tout cas, merci encore une fois, M. Marouba Fall, de votre disponibilité et également de votre engagement pour les causes nobles. Justement, c'était tout, en tout cas, mesdames et messieurs, pour ce numéro spécial réservé à la révision générale de la littérature, des différentes fonctions de la littérature. Nous comptons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro, pourquoi pas sur l'histoire et la géographie avec le professeur Diallo de la Fosse. Donc, nous comptons vous retrouver très prochainement donc, pour un autre numéro de révision. D'ici là, passez une bonne suite de programmes sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup et merci aussi à nos charmants élèves qui ont répondu présent et qui ont véritablement suivi avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'attention donc le cours de M. Marouba Fall. Mesdames et messieurs, donc c'était tout et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision. D'ici là, passez une excellente journée avec la chaîne des valeurs. Merci beaucoup.